Est-ce que la guerre en Iran est une victoire ou une défaite des BRICS? Je vais tenter de répondre à cette question qui circule beaucoup sur Internet et on m'a beaucoup posé la question. Qu'est-ce que je pense de la situation? Quelles sont les conséquences de ce conflit et pourquoi est-ce que certaines personnes disent que c'est une défaite des BRICS et d'autres une victoire des BRICS? Je vais tenter d'y répondre à cette vidéo. Et si vous découvrez cette chaîne YouTube, sachez que je suis Alexandre, un entrepreneur français basé en Russie depuis 18 ans. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui. Je parle aussi de géopolitique et je vous présente des pays qui sont pas forcément des pays d'expatriation très populaires en France comme l'Arménie, Chypre ou autres, mais aussi principalement la Russie, puisque j'accompagne depuis maintenant plusieurs années les Français qui déménagent en Russie, qui déménage dans le BRICS européen, dans le pays qui promeut et défend les valeurs traditionnelles et la souveraineté avec un grand S. Alors, quid en fait de la situation avec la guerre de la coalition Epstein contre l'Iran? Oui, je ne peux plus m'empêcher de le faire parce que je le lis beaucoup sur Internet et c'est vrai que cette guerre, la coalition du tandem Amérique-Israël contre contre l'Iran, en fait, prend la forme d'un conflit de la coalition Epstein, des pays qui sont mêlés de près ou de loin à cet énorme scandale, tandis que, rappelez-vous que l'Iran est une civilisation qui a des milliers d'années, c'est la Perse, qui a su aspirer, digérer, mixer toutes les traditions du zoroastrianisme au christianisme, au judaïsme, à l'islam. Donc c'est une guerre extrêmement importante sur le point de vue symbolique et spirituel. Alors, j'ai déjà sur cette chaîne YouTube beaucoup parlé des BRICS, et c'est vrai que j'ai tenté d'expliquer que les BRICS n'étaient pas, comme on veut le voir à l'Ouest, une espèce d'anti-OTAN, une espèce d'organisation militaire, politique, économique qui se structurait et qui était contre l'OTAN. Qui était une sorte d'anti-OTAN ou de contre-OTAN, je sais pas comment on peut le dire. C'est pas ça du tout. Les BRICS, c'est un processus historique en fait. C'est un processus anthropologique, c'est un processus démographique, anthropologique. C'est la conséquence logique d'eux. Et donc, cette conséquence logique d'eux, eh bien, elle se met en place doucement, certainement, sûrement, à la vitesse des événements, à la vitesse à laquelle vont les choses. Mais c'est pas quelque chose de surfait, comme l'est l'OTAN. Pas une coalition avec un chef en haut qui donne des ordres et les autres qui obéissent. Pas du tout. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans ce conflit, c'est que, certes, un BRICS est bombardé, l'Iran, et les autres BRICS ne le défendent pas militairement. Certes, un BRICS, l'Iran, bombarde d'autres BRICS, notamment Dubaï, les Émirats Arabes Unis. Donc, ça semble complètement confus. Mais il y a deux éléments, je pense, qu'il faut prendre en considération. Le premier, c'est le temps court. Le temps court, c'est que personne n'avait attendu une telle capacité de résilience, résistance, stratégie, communication facétieuse, intelligente, brillante, fière, noble de l'Iran. Personne, même les Iraniens. Je parlais des Iraniens qui m'ont dit on est très surpris de la résistance d'autres pays. Et donc, certes, l'Iran, on va dire, n'a pas l'avantage militaire aujourd'hui. Et plus la guerre va durer, et moins il l'aura plausiblement. Parce que les stocks, plausiblement, les stocks militaires occidentaux, américains en tout cas, israéliens, et avec les alliés européens, sont sans doute largement supérieurs. Donc de toute façon, militairement sur la durée, le temps ne joue pas stratégiquement, sans doute, d'un point de vue purement mathématique, en faveur de l'Iran. Mais, si la guerre devait s'arrêter aujourd'hui, bien, on va pouvoir dire que c'est une victoire iranienne, puisque les Américains ont failli, ils n'ont pas flingué le régime, ils l'ont renforcé, ils ont soudé la population, et l'Iran ne s'est pas effondré. Et le blocage du trou d'Ormuz, qui est soi-disant en vigueur depuis quelques heures, on a l'impression qu'il ne fonctionne pas. Donc, si la guerre devait s'arrêter demain, c'est une victoire iranienne totale. Si la guerre devait s'aggraver, avec des bombardements beaucoup plus massifs et beaucoup plus dirigés vers les populations civiles, les infrastructures civiles, énergétiques et autres, ce serait sans doute beaucoup plus problématique pour l'Iran.
S'il devait y avoir une invasion au sol, à mon avis, ça va se transformer en un sacré bourbier. Je ne sais pas si les Occidentaux sont assez bêtes pour y aller, mais comme ils sont allés en Ukraine, imaginez qu'ils sont aussi bêtes qu'on ne le pense, et que donc ils pourraient y aller, et là ce serait une catastrophe. Et donc sur le temps court, aujourd'hui, c'est l'Iran qui a résisté, qui n'a pas été cassé. Donc c'est comme la Russie avec les sanctions économiques et l'uppercut de sanctions de 2022. L'uppercut a raté. L'uppercut occidental sur la Russie via les sanctions économiques, l'uppercut économique a raté. Et l'uppercut militaire sur l'Iran a raté. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important parce que ça veut dire qu'il y a eu un échec de stratégie. Il y a eu un échec de représentation, il y a eu une erreur de représentation, un échec de représentation. Sur le temps long, là, on se dirige plutôt vers une victoire iranienne. D'ailleurs, elle est déjà actée. Ce n'est pas simplement une victoire iranienne, c'est une victoire des BRICS. Et je vais vous expliquer pourquoi. De toute façon, le narratif qui va sortir dans le monde entier, même en Europe, et même dans certains segments occidentaux, de ça, c'est que cette guerre n'est pas légitime, c'est qu'on est toujours dans du deux poids, deux mesures. Les Occidentaux, Américains et Israël en tête, ont le droit d'attaquer des gens, bombarder des pays, tuer des gens, tuer des civils, enlever des présidents. Ils ont tous les droits, alors que les autres n'ont pas de droits. La deuxième chose, c'est que se construit un narratif maintenant global qui est, ce soit avec la guerre contre la Russie via le proxy ukrainien ou la guerre contre l'Iran, c'est que oui, des pays forts, des pays civilisations, des pays avec une élite politique et des ressources militaires et du quotient intellectuel peuvent tenir tête à l'Amérique et à l'Occident. Tenir tête, voire gagner des guerres contre l'Amérique et l'Occident. C'est quelque chose qui n'apparaissait pas avant. C'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. C'est impossible d'imaginer ça. Donc on a d'un côté, sur le temps long, une espèce de narratif factuel basé sur des faits qui va être que oui, les Occidentaux violent le droit et leur domination s'arrête parce qu'ils ne sont plus en état de l'imposer militairement ni économiquement. Et donc, ça fait naître, pensée logique, qui découle de ça, c'est que le monde unipolaire, ça ne peut plus fonctionner. Ah non, ça ne marche plus. Il faut le monde multipolaire. Et le monde multipolaire, ça tombe bien, c'est les BRICS. Donc de toute façon, la gravité, c'est que c'est le narratif BRICS, structurellement, c'est la structuration BRICS, c'est le processus de BRICSisation du monde qui est en train de gagner indépendamment de ce qui se passe actuellement sur la longue durée. De toute façon, c'est le grand décrochage. On a l'Europe qui est au placard. Elle n'est pas dans les négos, elle intervient de loin militairement, elle sait plus ce qu'elle fait. Elle est concentrée sur ses dernières ressources mentales, morales, militaires, financières à aider l'Ukraine qui va perdre cette guerre. Donc elle va se mettre elle-même au placard. Et elle est sortie du grand jeu là. Donc on a un Amérique défaillant, un Israël qui échoue et une Europe mise au placard. Donc les trois piliers de cet Occident collectif tel qu'il est représenté dans le monde et dans le sud global, eh bien, ils sont en échec structurant, en échec structurel. Et donc peu importe qu'il y ait demain, enfin peu importe, évidemment que non, pour des gens, mais si géopolitiquement il devait y avoir une agression beaucoup plus forte et violente en fait contre l'Iran, et un chaos en Iran, ça renforcerait le narratif BRICS et ça accentuerait la volonté de multipolarisation du monde. Et donc, le point de gouvernance, il se déplace. Il n'est plus en Occident, il passe en Asie du Sud. Il passe en Inde, il passe en Chine, il passe en Russie, en Asie du Nord. Il passe sur des zones qui sont des points politiques en fait. Des points politiques qui ont les moyens financiers, militaires, intellectuels de leur politique, un grand P. Ce qu'on n'a plus l'Europe. Mais ce qui est en train de perdre l'Amérique. Donc la guerre en Iran, c'est une guerre des BRICS
C'est une guerre des BRICS au sens que c'est la guerre qui va accélérer le processus historique de basculement du monde unipolaire américano-centré vers le monde multipolaire et donc la puissance des BRICS. Et c'est une guerre des BRICS entre eux, c'est ça qui est incroyable, hein, truc de fou, mais pas vraiment volontaire, puisque les Iraniens, quand ils bombardent les Émirats Arabes Unis, ils bombardent les bases américaines. Ça aussi, c'est un truc de fou. La puissance américaine avec toutes ces bases dans la région qui étaient garant de sécurité pour les États qui les hébergeaient, c'est terminé. À la sortie de tout ça, on va changer de scénario, hein. L'Iran a renversé ça. La guerre en Iran, elle a renversé aussi, elle a accentué encore plus la dédollarisation. C'est les échanges en monnaie locale, c'est les bateaux de certains pays qui passent pour du transport d'énergie et pas d'autres. C'est la perte du détroit d'Ormuz pour les Occidentaux, en fait, fondamentalement. Ce qu'on assiste, c'est incroyable. Donc c'est l'affaiblissement de la symbolique puissance des bases américaines dans les pays, c'est la perte du détroit d'Ormuz, c'est la dédollarisation, et c'est la bonne compréhension dans le monde du Sud global, ce qu'on appelle le Sud global, mais qui est surtout l'Asie du Sud, que la domination occidentale, elle est de plus en plus rongée, affaiblie, injuste et surtout dysfonctionnelle. Donc les Occidentaux, au sens large, c'est compliqué de dire les Occidentaux, mais on peut dire les Occidentaux, la coalition Epstein donc, et OTAN Epstein on les appelait. Coalition NATO-Epstein, Napstein, on les appelait la coalition Napstein. Je crée un terme, si jamais je retrouve quelqu'un qui utilise ce terme sans mon accord et sans me filer au moins 5000 roubles, je vous préviens, je fais un procès avec un avocat russe surpuissant au tribunal des BRICS. Attention, hein, c'est les emmerdes assurées après. Donc la coalition Napstein, eh ben, en fait, elle a deux fronts maintenant. Le front ukrainien et le front iranien. Et c'est un truc de dingue, c'est que les sanctions sur le pétrole russe qui avaient été levées lors de la tension maximale de blocage du détroit d'Ormuz ont été remises en place hier, je crois, par les Américains. Donc on a remis les sanctions sur le pétrole russe, qui continue de circuler, hein, et on a les sanctions sur le pétrole iranien, qui continuent aussi de circuler. Donc en plus, il y a cet affaiblissement moral, dire vous mettez vos sanctions, mais ces pays continuent à commercer. L'effritement. Donc pour synthétiser ma pensée, guerre en Ukraine, guerre en Iran, et là on parle de la guerre en Iran, eh bien, même s'il y a un affaiblissement d'une façon des pays concernés par ce conflit, qui sont la Russie et l'Iran, sont affaiblis à des échelles différentes, on ne compare pas, mais cet affaiblissement temporel, momentané de ces pays, en fait, n'empêchera pas les dynamiques historiques que ces pays ont pris, qui sont des dynamiques historiques de réaffirmation de souveraineté et d'affirmation de politique d'indépendance nationale et de choix de modèles civilisationnels propres qui ne sont pas les modèles de développement proposés par l'Occident, ni sur le plan économique, ni sur le plan sociétal, sur le plan religieux, sur le plan moral. Donc il y a ça. Et puis il y a l'autre dimension, c'est que, eh bien, quoi qu'il en soit, on est rentré avec le conflit en Iran dans une nouvelle accélération. Il y avait une première accélération avec la guerre en Ukraine, la deuxième guerre qui s'ouvre, qui est la guerre en Iran, elle accélère encore ce processus historique de renforcement du narratif BRICS. Donc même si militairement, à court terme, l'Occident est encore en position de force, quoique, eh bien sur la longue durée, tout ça, c'est l'accélération de la mise en place d'un processus anthropologique mondial beaucoup plus fort, qui est la prise de pouvoir dans le monde des BRICS, de la Chine, de l'Inde, de la Russie et de l'Iran demain. La grande question à vous poser, pour vous, occidentaux, français, belges, suisses, canadiens qui me regardez, c'est quelle est votre place demain? Où habiterez-vous? Quand cette Europe dans laquelle vous vivez, quand cet Occident dans lequel vous résidez sera encore plus appauvri, déclassé et sera contraint à la mise en place de politiques beaucoup plus violentes pour les raisons que j'ai expliquées, de conserver les citoyens, la fiscalité, la dette, etc. La grande question, c'est où vous et vos enfants devront habiter. Et moi, sur cette chaîne YouTube, j'apporte des réponses à cette question, notamment par le choix de venir habiter dans le seul BRICS européen, la Russie. Vous pouvez, pour ce faire, si vous avez des questions ou vous souhaitez des axes de réflexion, en savoir plus, vous pouvez consulter le site de la Ruspatriation. La Ruspatriation, je mettrai le site dans le premier commentaire et le description de cette vidéo. Regardez les ressources gratuites et payantes qu'on met à votre disposition.
la liste de services qu'on peut faire pour vous aussi, pour vous permettre de vous mettre à l'abri et de mettre à l'abri vos enfants. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis à Dostoïevskaya, Marina Rocha. Il y a beaucoup de travaux dans le quartier. C'est un quartier résidentiel. Je suis parti me balader, j'ai un rendez-vous. Pour en savoir plus, contactez-nous. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous êtes plus nombreux à lire cette chaîne, on a des stats, qu'à être abonnés. Abonnez-vous, on en a besoin pour faire du contenu de qualité. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo.